fait parler de lui, rien qu'à le voir, on se rappelle d'un grand chef d'État de ce pays, le maréchal Mobutu, le nom qu'il porte d'ailleurs, Mobutu Kitoko Zeitikoli. Bienvenue à cette émission. Merci monsieur le journaliste, c'est un honneur pour moi. Alors cette question, je l'ai déjà dit au sommaire de cette émission, à vous voir le design, votre visage, mais aussi votre nom, portrait craché du maréchal. J'aimerais lors de cette sortie médiatique nous dire, quelle drôle de coïncidence, êtes-vous réellement son fils biologique? Bon, écoutez, monsieur le journaliste, c'est avec plaisir que, encore une fois, je réponds à cette question. Je commence d'abord par vous remercier de l'honneur que vous me faites aujourd'hui de paraître devant vous. Et bien, pour répondre à cette question qui m'a été souvent posée, je suis un des fils du maréchal Feu, le maréchal Mobutu Sese Seko. Disparu il y a 20 ans, cette année on va totaliser la 20e année depuis sa disparition. Le corps toujours pas rapatrié, vous son fils, est-ce que cela ne vous porte-t-il pas à cœur? Né à Kisangani, dans la province de la Chopo, ex-Ozaïre, Mobutu Kitoko Zeitikoli est fils biologique du feu maréchal Mobutu Sese Seko Kukumbwendu Wazabanga, nom de la mère Lutibula. Mobutu Zeitikoli est convivial, blagueur et loyal. Il déteste l'orgueil, l'injustice, le mépris, la conflictualité et la traîtrise. Amoureux du bleu, noir, blanc, beige, Mobutu aime manger les poissons capitaines et mbenga en maboké avec les touma, banane plantain pilé. Il parle le lingala, le swahili, l'anglais et le français. Son père, le maréchal, reste son héros. Sa disparition au Maroc est son plus mauvais souvenir. Mobutu Kitoko Zeitikoli, bienvenue à l'émission Analyse 24 sur King 24 Télévision. Oui, tout à fait. Vous comprendrez qu'il y a au-delà de tout cette sensibilité filiale et aussi ces sentiments d'insatisfaction ou, si je veux aller un peu plus loin, de regret. De regret pourquoi? Parce que au-delà du fait que je suis lié à la personne biologiquement, il y a aussi la dimension de la personne elle-même. 20 ans, loin de son pays, de son vivant, je pense que au-delà de tout raisonnement humain, je pense qu'il ne l'aurait jamais accepté pour aucune raison. Alors, une fois mort, qu'il soit enterré en dehors de son pays, je pense qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Je crois que c'est les sentiments de frustration, c'est les sentiments de tristesse, c'est les sentiments de regret que jusqu'à présent, ces pays qu'il a servis ne soient pas en mesure de trouver les voies et moyens pour ramener sa dépouille ici. Vous souhaiteriez qu'on puisse ramener la dépouille au plus tôt possible? Tout à fait. Donc je crois que c'est le souhait même du défunt. Et je crois que, comme je vous l'ai dit, de son vivant, il n'aurait jamais alors négocié cela contre quoi que ce soit. Alors, s'il nous est demandé de procéder par une classification, nous dire en quelques mots les bienfaits, c'est-à-dire le côté positif des actions du maréchal, mais aussi le côté négatif. Librement, je sais qu'un fils ne saura pas trop parler en mal de son père, mais comment vous pouvez réagir face à cette classification? Ben, vous le comprendrez aisément qu'il est difficile à la fois de parler de quelqu'un qui est à la fois son père, mais qui est à la fois une icône ou représente immensement de choses pour son peuple, pour son pays.
Le souvenir du maréchal Mobutu, c'est un héritage incalculable en termes de fierté nationale, en termes de grandeur, en termes de patriotisme, en termes d'amour pour son pays, en termes de paix, en termes d'unité nationale, en termes de... Franchement, c'est plus que tout cela. Et au-delà de ça, s'il m'était donné de pouvoir parler du mal, je ne voudrais pas ici écorcher sa mémoire. Et croyez-moi, j'ai toutes les bonnes raisons de le faire. Comme tout être humain, il a eu ses points positifs, il a eu ses défauts. Et je crois que il est difficile de juger un mort par rapport à son bilan sur la terre parce que nous sommes tous, comme on dit, des voyageurs sur cette terre et que nous commettons beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs, si on devrait le mettre à notre actif, je pense que nous ne serions pas en mesure de pouvoir porter certaines qualités et de pouvoir, comment on dit, être digne. Cependant, moi je préfère ne pas parler de la personne de Mobutu, je préfère parler de son régime. Okay. Puisque c'est peut-être là où il y a un amalgame entre la personne et son régime. La personne en elle-même, elle a été un père aimant, une personne de très grande personnalité, de beaucoup d'affection, un homme affectif, un homme déterminé, un homme courageux, un homme plein de... il était fertile dans son mental, il était à la fois visionnaire et il y a tellement de qualificatifs, il y a tellement d'épithètes qu'on peut lui coller. Mais si je dois parler des points négatifs, je préférerais les garder pour moi-même. Et je pense que c'est une façon de pouvoir garder sa mémoire intacte. Pourquoi? On a eu plus à parler de Mobutu en mal qu'en bien, mais je crois qu'il y a un amalgame à faire entre la personne de Mobutu et son régime. Son régime a eu des travers, son régime a connu beaucoup de bévues ou d'erreurs, a commis beaucoup d'erreurs. Et nous ne pouvons pas, il serait injuste de pouvoir imputer ça à la seule personne de Mobutu. Parce qu'au-delà de tout ça, comme il aimait à le rappeler, le président de la République n'est pas un magicien. Seul, il ne peut pas tout faire. C'est avec tous qu'il peut travailler, c'est avec tous qu'il peut mener sa vision à bien. Cependant, il a commis quelques erreurs. Moi, je préférerais appeler ça comme erreur parce que naturellement, ce n'était pas une personne qui était imbue de mal, mais comme toute personne, il a eu à commettre des erreurs dans le cadre de ses hautes fonctions. Et je pense que l'histoire a eu à juger. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est de garder une heureuse mémoire de cette personne qui représente beaucoup. Beaucoup les regrettent, je vous l'assure. Beaucoup nous le disent, beaucoup nous contactent. Et je crois que nous sommes là dans la droite ligne de la pérennisation des acquis ou de son héritage. Son régime a connu des travers, bon, on l'a jugé par rapport à sa gestion, qu'on a considérée comme dispendieuse, sa gestion qu'on a considérée comme empreinte de clientélisme, de népotisme et de tout ce que vous pouvez imaginer. Mais écoutez, encore une fois, certains acteurs de cette époque sont vivants, ils sont là et ils ne sont pas inquiétés. Je crois que s'il fallait, je ne sais pas moi, jeter la pierre à quelqu'un, eh bien, je préférerais qu'on parle des vivants plutôt qu'on puisse parler des morts, parce qu'on ne juge pas un mort. Alors, avant de parler des NUP, Nations Unies pour la Paix, le parti politique que vous venez de créer, j'aimerais que je revienne sur une partie de votre nom. Vous avez dégagé d'une partie de votre nom une doctrine, je répète, Mobutu Kitoko Zeitikoli, et vous avez mis en place le zeitikolisme. C'est quoi d'abord? Plus c'est un concept nouveau, c'est du géologisme. Je vous rassure que
On peut bien ajouter ce terme dans le dictionnaire, mais c'est quoi le zéticolisme? Les éthicolismes, vous voyez, je n'aimerais pas parler en termes de doctrine, mais j'aimerais plutôt parler en termes de concepts. Des concepts que nous voulons porter à l'attention de tous. Nous voulons intégrer tout le monde dans ces concepts. Les éthicolismes, en fait, ce n'est rien d'autre que, si je dois les traduire, je dirais jamais sans nous. D'accord. Voilà. Alors, j'ai noté une citation, vous avez dit dans une de vos publications sur Facebook, « Nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est monde sans âme. » Je vois que vous me lisez assidûment, monsieur Atta. Et j'apprécie cela. Et qu'est-ce que vous voulez concrètement dire par là? Quel est le message que vous voulez véhiculer par là? En disant d'abord, lorsque je définissais les éthicolismes, en disant jamais sans nous, Okay. en fait c'était un concept pour expliquer le fait que le Congo, l'avenir du Congo, tout ce qui concerne le Congo ne peut être jugé, ne peut être traité qu'avec le Congolais. Okay. Ça veut dire que, où que ce soit, que se tienne une réunion, que se tienne un conseil, que se tienne, je ne sais pas moi, une rencontre qui puisse parler du Congo, nul désormais n'a le droit de parler du Congo sans les Congolais. Pourquoi je le dis? Je fais référence à la conférence de Berlin. La conférence de Berlin a résulté par le partage territorial de l'Afrique. Aujourd'hui, Dieu merci, parce que nous nous sommes retrouvés dans un espace et nous pensons que nous en sommes satisfaits. Pour cela, nous pouvons dire merci au Seigneur pour l'espace que nous a donné le Congo. Cependant, au-delà de tout ça, lorsque nous voyons l'histoire du Congo, son indépendance, son évolution, nous avons eu chaque fois des problèmes avec cette immixtion dans les affaires internes du Congo. Oui, c'est vrai, le Congo, il est intéressant pour tout le monde. De l'ingérence. De l'ingérence, en fait. Alors, ce concept de jamais sans nous, ça veut dire que le Congolais, désormais, 57 ans après l'indépendance du pays, le Congolais est suffisamment en mesure de parler de son propre destin, de parler de ses propres problèmes et de pouvoir trouver des solutions. C'est-à-dire, on ne parlera plus jamais du Congo, on ne traitera plus jamais des questions du Congo, on ne décidera plus du Congo qu'avec les Congolais. Ça veut dire que les Congolais doivent se sentir intégrés dans les affaires de l'État, dans les affaires, comme on dit, les affaires publiques, dans tout ce qui concerne le Congo, grand ou petit, tout le monde a son mot à dire. Donc ça veut dire que c'est un concept qui généralise, qui amène tout le monde vers un sursaut patriotique, vers une responsabilité, parce que nous n'aimerions pas être tout le temps en train de subir la politique des autres. Et je crois que nous en avons été malheureux jusque-là, parce que nous avons toujours eu, si pas des dirigeants qui nous étaient imposés, mais des dirigeants de fait par des guerres, par des conflits, par des rébellions. Nous disons assez. Aujourd'hui, le Congolais décidera de son destin, décidera de son avenir. Et si je parle que nul n'a le droit d'effacer l'histoire d'un peuple, parce qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme, écoutez, mais c'est là toute la richesse du Congo. Le Congo est riche dans son histoire, le Congo est riche dans ses hauts faits. Nous avons une armée qui a une histoire à raconter, nous avons des artistes qui ont une histoire à raconter sur le Congo, nous avons des historiens qui ont beaucoup de valeurs qui peuvent ressortir, nous avons une jeunesse absolument dynamique, nous avons des hommes, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des hommes dans toutes les couches de la société qui sont absolument c'est un peuple formidable, et je pense que il serait impossible, il serait difficile de pouvoir, encore une fois, pour rejoindre que le concept de jamais sans nous, ça veut dire qu'il sera désormais difficile d'écrire l'histoire du Congo sans les Congolais. Donc, et il sera aussi difficile d'effacer cette histoire, parce que si vous effacez cette histoire, ou si vous essayez de la pervertir,
comme il en a été question, vous me permettrez encore une fois de revenir sur la personne du maréchal Mobutu. Oui. Il y a beaucoup de choses qui se sont racontées. Nous avons eu des films qui sont sortis, nous avons eu des documents qui sont sortis, nous avons eu des publications, des ouvrages qui ont parlé de cette personne, mais généralement, et comme toujours, en mal. Donc ça veut dire qu'il y a un devoir de mémoire, de la recherche à faire. On doit réécrire l'histoire du pays, pas comme elle est vue ou vécue. Elle a été vécue par les étrangers ou les autres personnes, mais telle qu'elle a été vécue, telle qu'elle est racontée, telle qu'elle est présentée par le Congolais lui-même. Donc le Congolais est en mesure de parler de lui-même, il est en mesure de décider. Vous voyez, ça, c'est le patriotisme. Même le drapeau nous amène dans ce que nous sommes en train d'affirmer. Donc vous comprendrez aisément que nous sommes intimement liés à notre pays. Donc voilà, c'est jamais sans nous. D'accord. Nous parlons cette fois-ci des NUP, NUP, pour ceux qui l'entendent pour la première fois, Nation Unie pour la paix, le parti que vous présidez, vous personnellement. Pour quelle doctrine, pour quel objectif? NUP, ensemble avec des personnes merveilleuses qui m'accompagnent. Ça, ce n'est qu'un échantillon des personnes qui m'accompagnent. Vous remarquerez qu'ils m'entourent. Que ce soit les pêcheurs au fin fond du village ou je ne sais pas de quelle localité, un agriculteur, une maman au champ. Donc, NUP, c'est un concept aussi qui veut dire simplement Nation Unie, mais cette fois-ci unie pour la paix. Pourquoi unie pour la paix? Parce que la nation d'abord en elle-même, si on doit la définir, la nation, c'est ce concept de la mise ensemble, c'est cette volonté de vivre ensemble. Et l'unité ne peut venir que de cette volonté de vivre ensemble, parce que lorsque des personnes décident de vivre ensemble dans un espace donné, ils constituent ce qu'on appelle en sciences politiques une nation. Et lorsqu'elle est unie, elle rend cette société encore plus dynamique, elle rend cette société plus forte et capable de pouvoir s'affirmer sur le plan international. Et pour la paix, parce que nous sommes profondément attachés à la paix, donc notre pays a longtemps souffert de la guerre. Vous comprendrez que 4 à 5 jours après la proclamation de l'indépendance, déjà que nous avions des mutineries. Et ensuite, il s'est suivi une longue période de rébellion ça et là. Et vous comprendrez que depuis 20 ans, depuis la disparition de feu le maréchal Mobutu, nous avons connu des guerres à répétition, nous avons connu une déstabilisation sur tout le point. Et je crois que cela continue. Et je pense que nous avons une nouvelle alternative, celle d'associer tous les Congolais du nord, du sud, de l'est et de l'ouest dans un mouvement, cette fois-ci qui ne sera pas l'impair parti-État. Donc vous ne vous inscrivez pas dans la logique de la dictature comme votre père. Écoutez, je ne suis pas en train de faire de l'apologie ici, mais je pense que même avec ou sans les impairs, on peut arriver à reconstituer cela, parce que je pense que l'unité nationale doit aller au-delà de l'identité d'un parti politique ou d'un mouvement quelconque. C'est-à-dire c'est dans notre âme que nous sentons cette unité. Nous sommes fiers d'être Congolais, d'appartenir à un seul pays, d'être frères, que ce soit du nord, que ce soit du sud, que ce soit de l'est, que ce soit de l'ouest, que vous soyez Mungala, que vous soyez Swahilifone, que vous soyez Muluba, que vous soyez Mukongo, vous vous sentez chez vous. Vous vous sentez peuple, fils d'un même pays, fille d'un même pays, et vous vous sentez à l'aise. Au-delà de ça, l'union fait la force, nous le savons. Et l'unité entraîne encore beaucoup plus une dimension, beaucoup plus de prépondérance par rapport à toutes les adversités qui peuvent venir. Et lorsqu'on est unis, on est fort. Et lorsqu'on est unis, je crois qu'on doit préserver un climat de paix pour le développement. Donc NUP, en résumé, voudrait se battre pour restaurer l'unité nationale, la maintenir, la pérenniser. Le concept de l'appartenance à un pays, la fierté d'être congolais, la fierté d'être fils et fille d'un même pays, tous profondément attachés à la paix, tous profondément attachés à l'unité nationale,
Je crois qu'en résumé, c'est cela. Et notre projet de société va plus en détail pour expliquer les voies et moyens pour parvenir à cela. Je pense que nous sommes bien partis parce que nous avons eu des fondements. Vous savez, je donne un exemple. Lorsqu'un papa n'est plus ou décède, si ce papa a travaillé toute sa vie à investir sur l'avenir de ses enfants, croyez-moi, par rapport aux études, croyez-moi, en faisant en sorte que ces biens puissent bénéficier à ses enfants, je crois que ces enfants sont privilégiés par rapport à des enfants qui seraient peut-être fils ou filles d'un parent irresponsable qui n'a pas eu le temps de faire étudier ses enfants. Bon, je n'aimerais pas simplement parler en termes d'irresponsables, mais des parents qui n'ont pas eu la possibilité de faire étudier ses enfants ou d'investir dans leur avenir. Vous comprendrez aisément, si on doit comparer les deux enfants, on verra que celui dont les pères ou les parents ont investi dans leur avenir sont plus avantageux. Hein? Donc, sont plus avantagés, et ils sont plus, comment je peux dire, ils sont privilégiés, c'est-à-dire ils ont un avantage sur ceux dont les parents n'ont pas investi. Et je crois que nous avons un parent, c'est le maréchal Mobutu, Patrice Emery Lumumba, feu président Kasavubu, ainsi que tous les hommes qui ont eu à croire en ces pays, qui ont travaillé pour ces pays. Je crois qu'ils nous ont laissé un héritage sûr. Et nous ne pouvons pas nous en départir. Donc, c'est partant de cet héritage, donc nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous n'avons pas le droit de dire que voilà, nous sommes des parents pauvres ou des enfants ou des héritiers pauvres, parce que nous avons eu des parents qui, malgré le peu qu'ils avaient, le peu de ressources, même sur le plan intellectuel, parce que je crois que ceux qui nous ont précédés n'ont peut-être pas eu la chance de faire des longues études comme nous autres, mais c'est tout ce qu'il y a de merveilleux. Au lendemain de l'indépendance, il y avait très peu d'universitaires, mais je crois qu'ils ont été en mesure de nous léguer un héritage. Et partant de cet héritage-là, celui de l'amour pour le pays, de l'unité nationale, celui du patriotisme et de tant d'autres de valeurs, je pense que nous devons considérer ça comme des acquis sur base desquels nous devons construire notre avenir, l'avenir pour nos enfants. Parce qu'un homme n'est jugé qu'à son bilan. Et ce n'est qu'après ton passage sur cette terre des hommes qu'on peut dire que voilà, effectivement, vous avez travaillé pour le bien-être de l'avenir. Parce qu'en fait, même quand on fait de la politique, on ne la fait pas pour aujourd'hui, mais on la fait pour des générations qui viennent. On le fait pour nos enfants, on le fait pour ceux-là qui viendront après, pour qu'ils en bénéficient. Et je crois que si nous avons cette mentalité de faire des choses, nous penserons moins à nous et nous penserons plus à l'avenir. Et c'est dans l'avenir qu'il faut investir. NUP veut investir dans l'avenir avec la jeunesse parce que c'est elle, justement, qui est l'héritier. C'est cette jeunesse qui nous représentera dans l'avenir et que, sur base de ce que nous aurons fait aujourd'hui, que notre pays pourra être jugé. Alors, votre parti est de la majorité ou de l'opposition? Écoutez, moi je me définis moi-même comme étant un Congolais, quelle que soit ma sensibilité, quel que soit ce que je pense. Je pense que parler des clivages majorité ou opposition, ben écoutez, moi-même, je ne suis dans aucune institution, donc ça veut dire que je ne suis pas de la majorité. Et je ne me mets pas debout pour combattre rien que les idées de la majorité. Donc je ne suis pas de l'opposition. Du centre, peut-être, ça dépend de vous. Je vous laisse à vous les soins de juger. Mais moi, je suis profondément nationaliste. Je crois en mon pays. Je suis un patriote. Je respecte les institutions. Je respecte les opinions des uns et des autres. J'ai fait ma propre analyse. Et lorsque le peuple nous fera confiance au moment opportun, nous montrerons de quoi nous sommes capables et nous allons apporter notre pierre à l'édifice. Voilà. Alors, une question beaucoup très directe. Qui est derrière vous dans cette action politique? Ouh, mais c'est la meilleure des questions. Voyez-vous, si on doit parler de qui est derrière moi, ben écoutez, je n'ai derrière moi que
l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Et je n'ai derrière moi que ces personnes. Les jeunes gens qui vous entourent, les Que hommes vous de voyez. l'ombre. Et ça, qui ce n'est qu'un apparaissent échantillon aujourd'hui dans les des grands gens médias. qui croient en mes faibles capacités à pouvoir Personnes telles que les Julio, apporter un changement. le très spécial Armand, Pour ne pas les citer, la dame qui les accompagne. pour ne pas les citer, c'est des personnes comme ces personnes que vous voyez derrière moi, qui sont derrière moi. Voilà. Vous êtes très entouré de jeunes et pourtant vous avez une action efficace. Quelle est votre section? Ben, tout à fait. Vous savez, d'abord, il y a cette jeunesse, elle n'est pas dans l'apparence, elle est d'abord dans les idées, elle est dans l'approche. Parce que je suis ouvert à tous, je suis ouvert à la jeunesse. J'aime bien la jeunesse, je m'intéresse aux questions de la jeunesse. Et je crois que les jeunes se retrouvent en notre faible personne, en notre humble personne. Et je crois que c'est là l'atout majeur. Il n'y a pas de secret là-dessus. Alors, si vous sortez de votre bureau, tout de suite un Congolais qui vous apprécie, cette émission est suivie partout dans le monde, il vous dit, Monsieur le Président, comment se porte l'avenir du pays? Comment allez-vous réagir? Ben, je vous dirais que l'avenir, pour ma part, je me suis toujours dit qu'on peut tout perdre, mais ne jamais perdre de l'espoir. Okay. Vous êtes un positiviste. Je suis un positiviste. Un optimiste. Même lorsque tout va mal, croyez-moi, et je pense que si je dois juger, le meilleur héritage que j'ai eu de feu le maréchal Mobutu, c'est cette capacité à croire en l'avenir, même quand tout va mal. On s'enrôle à Kinshasa, vous vous êtes fait enrôler vous-même, il y a des images qui le témoignent. Croyez-vous aux élections crédibles au pays? Ben, tout à fait, je vous ai parlé de l'espoir. Écoutez, moi je ne navigue pas à vue. Je vais vers un objectif sûr. Que nous le voulions ou non, nous reviendrons certainement aux élections. Qu'on le veuille ou pas, quel que soit tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être monté comme complot, et je n'aimerais pas en dire plus parce que je n'aimerais pas porter des jugements sur ceux qui ont la charge de nous amener vers les élections. Mais écoutez, ce n'est pas à moi de juger, c'est à l'histoire de juger, c'est au peuple de juger. Mais moi, je fais ce qui est mon devoir. Mon devoir, c'est celui d'aller m'enrôler. Parce qu'on parle d'un devoir. Un devoir, c'est quelque chose qu'on fait même quand on n'est pas convaincu. Puisque c'est un devoir, il faut le faire. Je suis allé, je crois, je suis positiviste. Je ne me suis pas enrôlé pour rien. Croyez-moi, si j'ai rempli mon devoir, je crois qu'il y a des obligations par rapport à ceux qui ont l'obligation de nous amener vers les élections. Donc, ils seront devant leurs responsabilités. Nous n'attendons que les élections. Il y a des sanctions ciblées contre les officiels congolais. Êtes-vous à l'aise quand vous voyez ces sanctions tomber? Naturellement, non. Je ne peux pas être à l'aise lorsque les autorités de notre pays sont sous le coup des sanctions. Vous savez, ce sont des décideurs. Je ne suis pas en train ici de pencher d'un côté ou d'un autre. Je ne suis pas en train... encore faut-il que les sanctions se justifient, qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des enquêtes et qu'il y ait, comme on dit, qu'on en arrive à une certitude des raisons qui ont poussé à ces sanctions. Mais au-delà de ça, je pense qu'une sanction n'a jamais, du moins si elle est négative, puisqu'il s'agit des sanctions, parce que vous savez, les sanctions peuvent être positives, elles peuvent être négatives. Mais lorsqu'elles sont appliquées à notre pays, généralement, il s'agit des sanctions négatives. Mais écoutez, si ce sont nos décideurs qui sont réduits à une certaine incapacité, croyez-moi que c'est la machine qui se bloque. Et nous ne pouvons pas nous réjouir d'une telle situation. Cependant, je crois que notre pays a beaucoup de questions à se poser sur la manière de gérer de nos dirigeants, a beaucoup de questions à se poser sur les relations que nous entretenons avec ces pays qui nous soumettent à des sanctions, a beaucoup à s'interroger sur le pourquoi de ces sanctions. Et en répondant à toutes ces questions, je crois qu'on peut arriver à trouver la faille et corriger. Pour moi, donc, une sanction n'est jamais quelque chose qui puisse réjouir un peuple. C'est vrai, chacun de nous a une opinion, mais moi, je ne mange pas de ces pains-là. Alors, ça c'était sur le plan extérieur. À l'interne, les différentes provinces sont secouées par ces manques de cohabitation entre les assemblées provinciales.
mais aussi leur gouverneur. Est-ce que vous avez des remèdes à proposer? Vous savez, encore une fois, NUP veut redonner cet amour, cette filiation qu'il y a entre les peuples, les différents peuples qui constituent ces pays. Vous savez, c'est incroyable que notre pays, qui a la plus grande diversité ethnique, la plus grande diversité des langues, la plus grande diversité des cultures, puisse être réduit à des conflits que autrefois on attribuait à des pays qui n'en avaient que 2, qui n'en avaient peut-être que 3. Et aujourd'hui, mais c'est ridicule. Si nous avons réussi des années durant à rester dans un espace en étant frères et sœurs, je ne vois pas qu'est-ce qui devrait nous diviser aujourd'hui. Cependant, je pense qu'on doit quand même se poser des questions par rapport à l'instrumentalisation de cette situation. D'où est parti le feu? Qui tire les ficelles de tout cela? Qui a intérêt à ce que tel peuple et tel peuple puissent s'affronter? C'est là toute la question. Et je crois que c'est malheureux parce que dans tout cela, il y a des victimes innocentes, il y a des femmes qui sont violentées, il y a des enfants qui sont dans une situation de précarité extrême. Nous avons des hommes qui sont tués, nous avons des civils qui fuient par milliers de villages, nous avons un afflux massif des réfugiés dans des pays avoisinants. Croyez-moi, écoutez, il faut que ça cesse. Et je pense qu'à mon humble avis, c'est de la responsabilité de chaque Congolais. Nous avons élu un Parlement aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont encore en exercice, bien que nous savons que leur mandat est arrivé à terme depuis quelques mois, mais nous pensons que c'est quand même des autorités qui nous représentent, c'est quand même des représentants du peuple. Je suis sidéré de voir que lorsqu'il y a une telle catastrophe, d'une telle ampleur, que des voix se taisent, que très peu de gens en parlent, très peu de gens se croient concernés. On s'imagine que cela est réduit à un espace géographique quelconque. On parle des peuples du Kasaï comme si c'était un peuple, je ne sais pas moi, marginal. Mais écoutez, que vous soyez député élu de Kinshasa, que vous soyez élu du sud du Bangui, que vous soyez élu de l'Ouélé ou de je ne sais pas de quelle contrée, vous devez vous sentir concerné. Et je pense que nos dirigeants ne doivent ménager aucun effort pour trouver des solutions à ces problèmes, à ces feux qui a été allumé. Et que les coupables, les responsables soient retrouvés et punis. Parce que nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses. Je crois que notre Constitution garantit la paix, garantit la cohésion nationale, la cohésion sociale. Je pense que c'est des choses que nous devrions tous combattre et unanimement. Je poursuis cette émission avec quelque chose qui me frappe moi personnellement, comme des milliers de téléspectateurs de Kinoa 4 Télévision. On me l'a fait parvenir sur mon compte Facebook où j'ai annoncé votre présence à cette émission. Les gens me disent, mais écoutez, que représente pour lui l'Abakos? C'est curieux, mais j'ai voulu quand même rapporter cette question d'un téléspectateur. Vous savez, l'Abakos représente une identité. Je suis fier d'être habillé en Abakost. Je suis fier d'être étiqueté, s'il le fallait, moboutiste. Je suis fier d'avoir un costume national. Et je crois que cette fierté, elle est difficile à expliquer. C'est quelque chose que j'ai en moi et d'ailleurs, pour moi, j'encouragerais tous les Congolais à mettre de l'Abakos comme vous à s'habiller en Abakos, nos mamans en pagne, pourquoi pas, et ça fait partie de notre culture. Ailleurs, nous avons des boubous, nous avons des saris, nous avons tout ce que vous pouvez imaginer comme costume, lié à leur culture, et ça les identifie, et moi je suis fier d'être en Abakos. Alors, autre question des téléspectateurs, ils disent, non seulement c'est un portrait craché de son père, le design, le visage, mais il a des gestes qui rappellent à l'époque le général Mobutu. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, écoutez, il y a peut-être... comment expliquer cela? Bien sûr qu'il y a des gènes, bien sûr qu'il y a tout cela, donc c'est difficile à expliquer. Écoutez, je ne vois pas qu'est-ce que je peux vous dire, c'est tout naturel, voilà. D'accord. Alors, cette émission est suivie partout dans le monde. J'ai été en contact avec une téléspectatrice de Bruxelles. Son nom, c'est Régine Nyondo. J'aimerais que vous lanciez un message à la
diaspora congolaise de partout dans le monde. Mais avant que vous ne vous lanciez, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous parlez anglais? Je me débrouille. D'accord, cette émission est en français, bien sûr. Merci. Je vous accorde quelques minutes pour que vous adressiez un message en anglais pour tous ces Congolais qui sont nés à l'extérieur du pays, ne parlant qu'anglais, mais aussi pour tous ceux qui sont dans des pays anglophones, par exemple. Régine Nyondo est à Bruxelles, mais elle entend également l'anglais. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la diaspora congolaise en anglais? Okay, ladies and gentlemen, it's a great pleasure to speak to you. All Congolese of everywhere in the world, from Africa, from Europe, from America, and from many countries. This country is your country. I am one of your brother. I am Congolese. I love this country, and I think that this country can one day become a powerful country. We are enoughly rich. We have enough space. We have many potentials, many resources, and I think that is enough. Second, I would advise you, wherever you are, never lose your hope for this country. This country is your land, your motherland, your fatherland, and I think that all Congolese has his own place in this country. I think loving this country is the only way we can make this country stronger, and everyone has to make whatever possible to make this country become a very interesting country for foreign people and for other people in the world. So love your country. Congo is yours. Congo is the most wonderful country in the world. I thank you all, and I greet you wherever you are. Alors, nous revenons en français. Avez-vous eu autre chose à communiquer? J'espère que je me suis bien exprimé. En tout cas, je n'ai pas eu de sous-questions, puis cette émission c'est en français. Donc, je vous ai laissé vous exprimer librement, surtout que ce mot est adressé à la diaspora congolaise. Merci beaucoup. Et à tous ceux qui aiment votre personne, votre parti. L'inspiration que dégage M. Mobutu Kitoko Zetikoli, moi je pense qu'en l'approchant, nous avons beaucoup appris. D'abord, ce qui caractérise son identité, c'est le grand amour de ce grand Congo et la paix qui est comme gage du maréchal Mobutu qui nous a légué. Et c'est que je peux juste demander à des Congolais comme moi de pouvoir faire confiance. C'est-à-dire, comme dit ceux qui vont toujours à l'église, la deuxième chance, il faut toujours accorder ça à cette grande personnalité. Cette personne m'inspire beaucoup plus d'espoir, de confiance en soi en tant que Congolais et cet esprit de rénovation. Il apporte... Il regorge en lui toute sorte d'énergie positive qui nous pousse, nous les jeunes, à vouloir croire encore à un avenir meilleur de notre pays. Et moi personnellement, c'est pas d'abord sa physionomie, mais c'est son idéologie, sa façon de faire, sa façon d'être qui m'a poussé à être avec lui et vouloir travailler avec lui. Bien, merci. En fait, la personne de Mobutu Kitoko Zetikoli, il incarne l'espoir pour nos jeunes et en lui, personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses, beaucoup de qualités. Il y a l'humilité, il y a la simplicité, il y a l'amour pour ce pays et il y a l'espoir. Je pense que c'est tout. Papa bakamingi te omoni groupe to fanda kiwana. To bandwe batobia tuka nzambe aza mutu mususu po ani. Na ndaku na ye dese ezate mobimbe ezate loko ezate bena na siko te ko sutu kabiso na kati ekole awa.
ntango tomoni ye ntango bapesi histoire totali kaka tozomona kaka somo na nzambe ke nzambe aza monene makambo nzambe asalaka ezalaka ye moko asalaka na ndenge na ye me asalaki na kati ya famille te afe ndenge tomonaka ye wana tomoni kaka ke papa Mobutu azalaka na ye kaka me aza vivant bon po ndenge nzambe adesine kaka ndenge aza na moya koloba eza te. Elombe sese tokolanda, elombe sese tokolanda, elombe sese Oui, c'était en 1981, je crois. À ce moment-là, j'avais, je crois, 17 ans. On nous a réunis, on était à 200 élèves de plusieurs écoles de Kananga. On nous a amené fêter l'anniversaire de Mobutu. Je crois que c'était le 57e anniversaire. Alors, de Kananga, nous avons fait escale ici à Kinshasa, en télé, avec l'histoire de Mopap. Quand je dis cette situation, c'est-à-dire que par rapport au père, et quand je le vois comme ça me rappelle beaucoup d'histoires. Bon, écoutez, le dernier mot, encore une fois, c'est le mot d'espoir. C'est pas facile de sortir de l'anglais vers le français. Oui, vous le comprendrez aisément. Et écoutez, bon, on ne se sent pas plus à l'aise en français qu'en anglais. Exact. Mon dernier mot, si je dois ainsi m'exprimer, parce que je ne pense pas que c'est le dernier mot. Oui, puisque vous allez revenir sur certainement, cette émission. Nous avons encore beaucoup de choses à partager ensemble, mais je crois que le message que j'aimerais apporter, c'est le message d'espoir, le message de paix, le message d'unité nationale, le message de l'engagement de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Ne laissez pas ces pays aux autres. Ces pays vous appartiennent. Vous devez vous sentir concerné. Quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, ce pays vous appartient. Et je crois que vous devez ne ménager aucun effort. Vous êtes ingénieur, vous êtes polytechnicien, vous êtes médecin, vous êtes menuisier, vous êtes maraîcher, vous êtes vendeur. Qui que vous soyez, vous devez vous sentir congolais. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud. Quand je parle du nord, je parle des régions du nord, je parle des régions du sud, je parle du centre, je parle de l'est et je parle de l'ouest. Où que vous soyez, vous devez vous sentir congolais. Même en dehors de ces pays, où que vous soyez, nul n'a le droit de vous retirer votre nationalité, votre identité de Congolais. Et c'est pourquoi nous vous encourageons, quoi qu'il en soit. Puisqu'il s'agit d'un message de paix, puisqu'il s'agit d'un message d'unité, j'aimerais le dire en lingala. Allez-y. J'aimerais paraphraser Feu le maréchal Mobutu en disant Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Mabelebo, Moko, Bondekobo, Moko. Bomoko Katina Bondeko. C'est-à-dire l'unité dans l'amour. Ce n'est que par cette formule-là que nous pouvons arriver à retrouver la grandeur de notre pays. Et croyez-moi, vous aurez tort de ne pas croire en ces pays. Ces pays vous aiment, il vous a vu naître. Ces pays vous appartiennent et il n'attend que vous. Voilà. Je vous remercie d'avoir accepté d'être l'invité de ce numéro de Analyse 24. Analyse 24 qui touche à sa fin. Prenez rendez-vous chaque mercredi 22h juste et jeudi la rediffusion à 11h juste. Nous souhaitons bon retour à la capitale, à l'honorable Clément Nzaou, directeur général de Kin 24 TV. Sincères félicitations, cher aîné dans la profession, pour avoir ramené cette chaîne sur le bouquet Canal+. Je rappelle, sur le 345. C'est la fin de cette émission. À la prochaine.